J'arrête pas de bailler. Nom d'une Lina May. On est déjà le 19 mai. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 livres qui me donnent trop envie en ce moment. Genre vraiment les 7 livres avec lesquels j'aimerais terminer mon mois de mai. Vraiment, ces 7 livres ont l'air tous géniaux. Dites-moi si vous avez une préférence d'ailleurs parce que voilà, ça va être compliqué de choisir. Mais en fait, je vais vous parler de 7 livres. Mais en vrai, il y en a 9 moins 2. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 livres dont je vais pas vous parler, que j'ai commencé, parce qu'il faut savoir que je lis plusieurs livres en même temps. Ils sont sur ma table de chevet et je vous en parlerai un autre jour, voilà, je laisse la surprise. On se recentre sur les 7 autres livres qui ont l'air cool, trop bien, géniaux, et c'est parti. On commence avec le premier que je vois qui est énorme par rapport aux autres et qui se nomme Le Cercle du Dragon T. Je pense que je vais aller le chercher. Non mais regardez-moi cette mignonitude. Écrit et illustré par K. O'Neill. Ah, K. O'Neill. Regardez-moi ça. Ce petit dragon sur sa petite théière. Et publié aux éditions Bliss. L'intérieur est encore plus chou. Je vous montrerai, je pense, des pages, des planches maintenant. Oh, lauréat Designer Awards de la meilleure publication pour enfants et du meilleur webcomic en 2018. Ça envoie du lourd direct. Le Cercle du Dragon T, ça va être l'histoire d'une petite forgeronne, ouais c'est ça, Greta, qui va secourir un petit dragon trop mignon. Et donc après l'avoir secouru, ah voilà, elle va rencontrer les 2 propriétaires d'un salon de thé, et donc leur dragon thé, j'imagine. J'en sais pas beaucoup plus parce que bon c'est une BD donc très court. Ça a l'air tellement choupi. Voilà, ça c'est en haut de ma liste. Ensuite, je reviens avec un livre qui, j'espère, va pas me faire rigoler pour les mauvaises raisons, parce que le premier tome, ça a été le cas. Et je vous parle de Kéléana, donc le tome 2. Je vous ai parlé du tome 1 dans ma première vidéo que je vous remets ici. Ma première vidéo, non, la dernière vidéo que j'ai tournée, que je vous remets ici. J'ai un avis un peu salé sur ce premier tome qui m'a pas du tout convaincue. J'ai pas été happée par l'histoire. Il a eu de la chance que je le termine ce premier tome parce que on m'a vendu le 2e volume comme étant bien meilleur que le premier. Je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, je vais pas passer plus de temps dessus vu que j'en ai déjà parlé pas mal dans ma dernière vidéo. Il attise énormément ma curiosité. C'est écrit tout petit cette histoire. Oh my god. Voilà. Bon, je compte sur toi tome 2. Me déçois pas. Ensuite, j'ai été trop contente de trouver à la médiathèque de ma ville Noblesse Oblige, qui est, oui, avec un petit marque-page, Vampire Night. Si vous connaissez Vampire Night, manifestez-vous. C'était tout mon collège cette histoire. Bref, Noblesse Oblige, écrit par... je donne pas les noms d'autrices et d'auteurs. Attendez... Non, c'est pas bon ça. Nous avions Kéléana, écrit par Sarah J. Maas, publié dans la collection Livres de poche. Voilà. Donc, comme je disais, nous poursuivons avec Noblesse Oblige, écrit par Maïwenn Alix et publié chez Slalom. Celui-là, je l'ai vu passer, j'ai vu des bons retours. Alors, dans cette histoire, la révolution de 1789 n'a pas abouti. La France est donc dirigée par le roi Louis XXI. Et donc, on va être dans une ambiance très aristocratique avec les fastes de la cour et des émissions de télé-réalité. Et oui, peu importe les époques, on passe pas à côté. Donc l'émission qui nous intéresse ici, c'est Noblesse Oblige, dans laquelle, eh bien, on va suivre chaque année une poignée de roturières, nous dit-on, à qui l'on offre la chance de rencontrer des grands héritiers et faire un mariage avantageux. Ma tête de dépité. Ouais, parce que de prime abord, moi ça m'intéresse pas du tout ce genre d'histoire à la... Comment ça s'appelait? La série de jeunes... Ah mince, il y avait une série avec justement, c'était des princesses là. Il y avait une série un peu similaire pour ados que j'ai jamais lue parce que le pitch m'a jamais intéressée en fait. Mais là, comme on suit, voilà, Gabrielle, anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates, mais du coup pour elle, c'est l'occasion d'infiltrer la monarchie. Je me dis... Voilà, ça peut être sympa. Il était vraiment vendu comme un... pas un policier, mais voilà, ça a l'air ancré sur la dénonciation de la monarchie. Qu'est-ce qui se cache sous les vernis, voilà, de cette monarchie autoritaire. On ne parle même pas de prince charmant, donc voilà, j'espère j'espère que ça va pas être cucu cette histoire. Je vous en redirai des nouvelles, je pense. Ensuite, il y en a un autre qui me tente énormément, que j'ai vu passer maintes et maintes fois sur la chaîne de Alex, Bookin en Prada, qui n'est nul autre que À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, qui a reçu le prix UNICEF, voilà, vous le voyez ici, 2021, paru donc aux éditions Gallimard. Il a l'air
incroyable. Il a l'air humain, il a l'air de vraiment prendre son lecteur par les émotions, voilà, de l'attraper et puis de l'emmener avec dans le quotidien plutôt de ces 4 personnages. 5. Titouan, Alix, Luce, Gabriel, Armand. Donc on nous dit, et s'il existait, comme pour les étoiles, des constellations invisibles à l'œil nu reliant les humains. Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix rêve de théâtre. Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari. Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher. Armand a construit sa vie entière autour de sa fille. 5 personnages, 5 solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leurs existences s'entrelacent. Hasard, destin, alignement de planètes, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça magie. Enfin voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Non. Ça a l'air génial. J'ai pas le compte. Est-ce que vous avez le compte? On a fait 1, 2, 3, 4 livres. Il nous en manque 3. Et le 5e, ça va être celui-ci. Oh my god. Vous avez vu son entrée en scène? Il est magnifique. L'oiseau de feu, donc le 2e tome des monstres de papier, écrit par Anne Seylin et publié aux éditions Lumen. Ce livre-là, dont je vous ai aussi parlé dans une autre vidéo, je l'ai remporté et j'ai remporté la trilogie, truc incroyable sur Instagram. Et quelle histoire. J'ai fini, donc attendez. Voilà, ça c'est le tome 1 que j'ai terminé. Est-ce que je vous en parle maintenant ou dans un bilan lecture? En tout cas, j'ai beaucoup aimé la conclusion de ce premier tome. Donc c'était une évidence que j'allais poursuivre avec le tome 2. Si vous ne connaissez pas du tout les cités rebelles, dans cette histoire on va suivre Kurara qui est une jeune servante au Midori. Le Midori c'est un hôtel dans le ciel. Et d'ailleurs, on a de magnifiques cartes. Hop, est-ce que je vais y arriver? Oui, of course. Ah, c'était là. De magnifiques cartes du royaume de Mikoshima. Et donc, regardez-moi ça. Ça, c'est le Midori. Ça, c'est une cité, pareil, cité dans les nuages. Et donc, notre chère Kurara vit dans les nuages. Et un jour, un shikigami, qui sont donc des créatures de papier formées de plusieurs bouts de papier. C'est la différence avec les origamis, vous savez. Les origamis, c'est un seul papier qu'on plie en 18 000 fois, quoi. Et les shikigami, par contre, ça va être la formation de plusieurs origamis entre eux. C'est ce que j'ai compris. Et donc un shikigami géant va s'attaquer au Midori. Et à partir de ce moment-là, voilà, sa vie va basculer, elle va rencontrer tout un panel de personnages, que ce soit dans les airs ou sur Terre. Et j'ai bien aimé le développement de ces personnages. Au début, dans ce livre, on se trouve au Midori et je peux vous dire que les vibes de Chihiro, elles sont là, elles sont présentes. Moi, j'étais dedans. Ça m'a beaucoup plu. Et en fait, le petit truc qui m'a rebutée dans cette histoire qui, au fond, enfin, j'ai compris, je sais que ça sert l'histoire, enfin, c'est tout à fait personnel, c'était pas mon délire, c'était les interludes, les moments où en fait on n'est plus avec nos personnages principaux, on est avec d'autres personnages, et ça se présente comme ça, les interludes. Enfin voilà, il y en a beaucoup, mais avec peu de pages, heureusement. Et en fait, ça m'intéressait pas tant que ça. Moi, je voulais être avec les personnages, je voulais connaître vraiment la suite de leur histoire à eux. C'est juste mon petit bémol. Impossible de lâcher le livre une fois que j'ai passé, je pense, le premier quart, premier tiers. Et tout ça là, presque lu d'une traite quoi, parce que c'était trop cool. J'étais à fond. Donc voilà, donc je vous le recommande bien sûr. Il y a des vibes, des films de Hayao Miyazaki et aussi de Steam Sailors, je sais pas si vous connaissez. Le fait qu'on se retrouve dans les airs, qu'il y ait ces bateaux aériens, enfin ouais, c'est carrément la vibe. Donc j'ai vraiment hâte, vous voyez que je l'ai un peu commencé, même ouais, je l'ai commencé. De continuer ce deuxième volume. Et ouais, à lire. Nous poursuivons. Alors, cette fois-ci, je l'ai pas avec moi, mais il me fait très envie. C'est le tome 2 de Bloom, que je vais mettre par là. Allez. Bloom, le tome 2, qui est donc un manga, qui est donc paru aux éditions Nobi Nobi de mémoire, écrit par... Ah là, vous me posez une colle, je vais mettre son nom ici. C'est trop mignon, c'est une petite histoire d'amour, mais... rempli de douceur et de personnages trop mimes quoi. Très rapidement dans cette histoire on va suivre une jeune fille, j'ai plus les noms, une jeune fille de bonne famille qui passe pas mal de ses après-midi dans un petit café du coin où elle déguste ses pâtisseries préférées et elle aime bien passer du temps là-bas. Et en fait, elle va découvrir que un garçon qu'elle a rencontré quelques jours plus tôt travaille en fait dans cet établissement. Et ce garçon, il fait partie d'un lycée rival
du sien. Donc ils n'étaient pas censés créer des liens et au final ils vont très bien s'entendre et voilà, on suit leur petite histoire et c'est adorable. Donc j'ai trop envie de lire ce tome 2. Voilà. On va conclure sur un autre livre de Manon Fargeton qui a l'air vraiment cool, que j'ai commencé mais vous allez voir, j'aurais pas dû m'arrêter, il est tout petit. Je vous parle du livre de toutes les réponses sauf une, publié aux éditions Rajo. Et bah déjà le titre est super intriguant, non? On nous dit un récit sensible et envoûtant par l'autrice du suivant sur la liste, 16 prix littéraires. Donc déjà, déjà avec ça, moi ça m'a eu comme les petits aliens dans Toy Story. Ah, pourquoi je dis ça? Donc je vous lis le résumé. On l'appelle le livre des réponses. Il vient de la nuit des temps. S'il se consume, il renaît de ses cendres. Il est le trésor de la bibliothèque de Pandora. Il répond à toutes les questions. Bérénice, son amie, va-t-elle lui poser celle qui lui brûle les lèvres depuis si longtemps? Et le livre lui dévoilera-t-il enfin la vérité? Ça m'intrigue beaucoup cette affaire parce que je vous dis, je l'ai commencé, j'ai pas lu grand chose finalement, mais on nous parle pas du tout de ce livre pour l'instant. Donc voilà, affaire à suivre. Et la petite musique d'NCIS. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous lisez des trucs bien, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine.